Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans une histoire qui a marqué les annales des arts martiaux, l'affrontement épique entre deux figures emblématiques, Steven Seagal et Frank Dux. Deux légendes, un seul vainqueur. Voici ce qui s'est passé lorsque ces deux titans se sont retrouvés face à face sur un tatami à North Hollywood, dans un combat qui a tenu en haleine un petit groupe de spectateurs triés sur le volet. Tout a commencé par une conversation discrète, un défi murmuré dans une salle de Los Angeles, un échange qui n'était pas censé quitter ses murs. Cette discussion entre deux figures respectées de la scène martiale a déclenché une rencontre que les fans rêvaient de voir depuis des décennies. Que se passerait-il si Steven Seagal, maître d'aïkido et star de cinéma, croisait le fer avec Frank Dux, l'énigmatique combattant du kumite? Ces deux hommes, chacun célèbre et controversé à sa manière, étaient absolument convaincus de leur supériorité, mais pour des raisons radicalement différentes. Lorsque le destin les a réunis sur un tatami, devant un public restreint et silencieux, les spéculations ont cessé, et le combat a commencé. Ce fut une bataille intense, qui a poussé les deux combattants dans leur retranchement, avec un dénouement décidé dans les dernières secondes électrisantes. Les spectateurs ont assisté à un affrontement entre deux personnalités opposées, deux styles uniques, et deux visions des arts martiaux. Steven Seagal, une figure imposante mesurant plus d'1,90 m, dominait la scène par sa présence physique et sa réputation. Il dégageait une aura de calme absolu, jamais pressé, jamais déstabilisé. Son parcours est bien documenté, des années d'entraînement au Japon, où il a atteint des grades élevés en Iaido et en Aïkido, devenant le premier étranger à diriger un dojo d'Aïkido là-bas. Avant de devenir une star de cinéma, il a travaillé comme coordinateur de combat dans des films, où son style, basé sur le contrôle, la redirection et les clés articulaires, contrastait avec les techniques acrobatiques des autres acteurs. Frank Dux, lui, était une énigme enveloppée de mystère. Sa renommée reposait sur des récits aussi fascinants que controversés. Il affirmait avoir été formé au Koga Yamabushi ninjutsu par un maître nommé Sanzo Tanaka, apprenant des techniques de furtivité, de rapidité et de précision. Son nom a explosé dans la culture populaire avec le film Bloodsport, qui prétendait s'inspirer de ses exploits dans un tournoi secret appelé le Kumite. Les sous-titres du film vantaient des records impressionnants, 56 knockouts consécutifs, le knockout le plus rapide de l'histoire, et plus de 300 victoires. Mais ces chiffres, bien qu'ils aient enflammé l'imagination des fans, n'ont jamais été vérifiés. Dans les cercles martiaux, l'histoire de Dux divisait, certains le voyaient comme un génie méconnu, d'autres doutaient de ses récits. À la fin des années 1990, Seagal et Dux étaient des figures incontournables des arts martiaux, mais pour des raisons très différentes. Seagal était un instructeur respecté, bien que parfois polarisant en raison de son style unique et de sa présence médiatique. Dux, lui, incarnait le mystère, avec une histoire qui semblait tout droit sortie d'un film. Sur le papier, leur affrontement semblait inévitable, mais peu pensaient qu'il aurait lieu. Tout a changé lorsqu'ils ont été invités à une exposition privée d'arts martiaux à North Hollywood. Cet événement n'était pas ouvert au public, et aucune caméra n'était présente. Les invités étaient des experts, instructeurs de haut niveau, coordinateurs de cascades, chorégraphes de combat, tous des professionnels vivants pour les arts martiaux. L'objectif était d'échanger des techniques et des idées dans un cadre respectueux. Mais à mesure que la date approchait, des rumeurs ont circulé, Seagal et Dux seraient là, et ils ne se contenteraient pas de démonstrations chorégraphiées. On parlait d'un sparring amical, un vrai test de compétences. Cette possibilité a électrisé l'atmosphère, transformant l'événement en un moment historique. L'exposition de North Hollywood n'était pas un tournoi classique ni un spectacle public. C'était un rassemblement de passionnés, où les égos étaient mis de côté pour laisser place à la technique et à l'échange. Pourtant, la présence de Seagal et Dux ajoutait une tension particulière. Les deux hommes représentaient des visions opposées des arts martiaux, l'une ancrée dans une tradition rigoureuse, l'autre enveloppée de mystères et de controverses. Les spectateurs, tous des connaisseurs, savaient qu'ils allaient assister à quelque chose d'unique, un moment où la légende rencontrerait la réalité. Le jour de l'événement, Steven Seagal est arrivé le premier, vêtu d'un gi noir sobre, fidèle à son style minimaliste. Il se déplaçait avec une assurance tranquille, saluant discrètement quelques connaissances avant de s'échauffer sur le tatami. À plus d'1,90 m, il semblait encore plus imposant dans l'espace confiné du dojo. Ses mouvements étaient précis, économes, mais empreints d'une intention claire. Ses étirements, ses rotations d'épaules, tout semblait calculé, comme s'il visualisait déjà le combat. Quelques minutes plus tard, Frank Dux est entré, vêtu d'un gi blanc, ceinture noire nouée fermement. Ses yeux perçants ont balayé la pièce, et il a salué quelques visages familiers. Plus léger sur ses appuis, il se déplaçait avec une agilité féline, ses mouvements vifs trahissant une énergie contenue. Les deux hommes se sont serrés la main brièvement, leurs poignes fermes, leurs regards directs, sans un mot superflu. Une tension palpable flottait, mêlée d'un respect mutuel teinté d'un défi silencieux. L'atmosphère dans le dojo était électrique. Les spectateurs, tous des experts, comprenaient l'enjeu de cette rencontre.
Ce n'était pas seulement un combat entre deux hommes, mais un affrontement entre deux philosophies martiales, deux approches du combat, et deux réputations construites sur des chemins très différents. La poignée de main entre Seagal et Duke, bien que brève, était un symbole de ce respect mutuel, mais aussi un avertissement, aucun des deux n'allait se retenir. Un instructeur senior, respecté pour son impartialité, a pris place comme arbitre. Il a énoncé les règles avec clarté, un sparring à contact plein, mais avec des restrictions pour garantir la sécurité. Pas de coup à la tête, pas d'intention de blesser, et le match se terminerait soit à la fin du temps imparti, soit lorsqu'un combattant obtiendrait un avantage décisif. Les deux hommes ont acquiescé sans hésiter, leur visage impassible mais concentré. Ce n'était pas un combat de rue ni une scène de film. C'était un test de maîtrise, de technique et de stratégie, entre deux hommes représentant des mondes opposés. Lorsque les deux hommes se sont placés face à face, un silence lourd s'est abattu sur la salle. Les spectateurs, tous des experts en arts martiaux, se sont penchés en avant, captivés. Seagal se tenait droit, sa posture ouverte mais ancrée, ses mains prêtes à intercepter plutôt qu'à frapper en premier. Sa stature imposante semblait remplir l'espace, et son regard calme mais perçant trahissait une concentration absolue. Duke, lui, adoptait une stance plus fluide, son poids oscillant légèrement d'un pied à l'autre, prêt à bondir. Ses mouvements étaient vifs, presque nerveux, comme s'il cherchait à déstabiliser son adversaire par sa simple présence. Pendant les 10 premières secondes, ils se sont tournés autour, évaluant la distance, testant l'espace entre eux. Chaque pas, chaque ajustement de posture, semblait chargé d'intention. Duke a été le premier à agir, lançant un jab rapide, précis, visant le torse de Seagal. Ce dernier a esquivé en inclinant légèrement son corps, maintenant son adversaire juste hors de portée. Sa réponse était mesurée, presque minimaliste, mais elle montrait sa capacité à lire les mouvements de Duke. Puis Duke a accéléré, envoyant un coup de pied bas vers le tibia de Seagal. Ce dernier a laissé le coup glisser sur sa jambe, avançant simultanément pour repousser Duke d'une légère pression de la paume sur la poitrine. Ce premier échange, bien que bref, donnait le ton, Duke misait sur la vitesse et l'imprévisibilité, tandis que Seagal s'appuyait sur son contrôle et sa capacité à neutraliser les attaques. Les deux hommes se sont séparés, leurs regards toujours verrouillés. Duke a enchaîné avec une nouvelle attaque, cette fois avec une rapidité fulgurante, un jab au torse, suivi d'un crochet vers le flanc. Le bras gauche de Seagal s'est levé pour bloquer le jab, tandis que sa main droite a intercepté le crochet en plein mouvement. D'un mouvement fluide, il a utilisé l'élan de Duke pour appliquer une clé articulaire debout, forçant son adversaire à se plier légèrement. Duke s'est libéré presque instantanément, retrouvant sa position avec une agilité impressionnante. Les spectateurs ont murmuré, admirant la rapidité de l'attaque et la précision de la contre-attaque. Ce n'était pas un combat de force brute, mais un jeu d'échecs physique, où chaque mouvement était calculé et chaque réponse soigneusement orchestrée. Duke a commencé à utiliser des feintes pour masquer ses véritables intentions, amorçant un coup de pied bas avant de lancer une frappe rapide vers les côtes de Seagal, puis se retirant avant que le géant ne puisse l'attraper. Ces feintes étaient conçues pour déstabiliser, pour forcer Seagal à réagir et à révéler une ouverture. Mais Seagal restait patient, contrôlant le centre du tatami et laissant Duke dépenser son énergie. Il semblait presque immobile par moments, mais ses yeux ne quittaient jamais son adversaire, analysant chaque changement de posture, chaque micro-mouvement. Puis, Duke a trouvé une ouverture. Synchronisant parfaitement son entrée, il a glissé à l'intérieur de la portée de Seagal et a délivré un coup de poing court et précis au corps. Le coup n'était pas assez puissant pour faire mal, mais il a atteint sa cible avec une précision chirurgicale. Il a enchaîné avec une autre frappe, effleurant le flanc de Seagal avant que ce dernier ne pivote pour s'éloigner. La riposte de Seagal a été presque immédiate. Alors que Duke tentait de presser son avantage, Seagal a saisi son poignet, le tirant vers l'avant tout en le déséquilibrant avec un mouvement de balayage. Duke a trébuché pendant une fraction de seconde avant de se rattraper, pivotant pour se libérer avec un roulé rapide. Ce réflexe rapide a suscité quelques murmures d'admiration parmi les spectateurs. Les échanges étaient rapides, mesurés, tendus. Chaque fois qu'un des deux semblait prendre l'ascendant, l'autre trouvait un moyen de rétablir l'équilibre. Le combat physique était doublé d'une bataille psychologique, aucun ne voulait montrer de frustration ni offrir à l'autre la satisfaction de percevoir un doute. À mi-parcours, le rythme a changé. Duke a lancé une nouvelle offensive, feintant haut avant de balayer bas la jambe d'appui de Seagal. Cette fois, le balayage a touché, forçant Seagal à ajuster sa position. Duke a sauté sur l'occasion, enchaînant avec un coup de coude aux côtes, suivi d'une frappe de la paume au torse. Seagal a reculé pour absorber les coups, son expression inchangée, mais les spectateurs savaient que Duke venait de marquer un point important. Ce moment était l'un des plus forts de Duke dans le combat, montrant sa capacité à exploiter les ouvertures avec une rapidité foudroyante. Mais Seagal n'était pas homme à se laisser déborder. Il a répondu en augmentant la pression. Son jeu de jambes est devenu plus affirmé, coupant les angles de Duke et le forçant à travailler plus dur pour trouver des ouvertures. Lorsqu'un nouveau balayage de Duke a tenté de le déstabiliser, Seagal l'a anticipé, contournant le mouvement et utilisant l'élan de Duke pour le déséquilibrer latéralement.
Cela n'a pas fait tomber Duc, mais cela a stoppé net son élan. À ce stade, les deux hommes respiraient plus fort. Des traces de sueur marquaient le tatami là où leurs pieds s'étaient posés et pivotés. Pourtant, aucun ne ralentissait. Les échanges continuaient, opposant la vitesse et l'imprévisibilité de Duc à la portée et au contrôle de Seagal. Les spectateurs sentaient qu'il assistait à quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas une scène de combat hollywoodienne, mais un affrontement authentique entre deux hommes, chacun avec son style et son histoire, cherchant à imposer sa volonté à l'autre. La tension dans le dojo était palpable alors qu'ils se tournaient à nouveau autour, chacun attendant l'instant décisif. Sous la surface, la fatigue commençait à se faire sentir. Les explosions de mouvement étaient toujours vives, mais les pauses entre elles s'allongeaient légèrement. Les deux hommes savaient que, à ce stade, une seule erreur pouvait tout changer. Duc a repris l'initiative, avançant avec des traces de sueur scintillant sous la lumière. Il a feinté un JAB au torse, puis a lancé un crochet rapide vers le flanc de Seagal. Ce dernier a bloqué le coup avec son avant-bras, son visage impassible, mais Duc s'était déjà retiré hors de portée, évitant de se laisser enfermer dans une des clés de Seagal. Les spectateurs, tous des connaisseurs, étaient captivés. Ils n'étaient pas là pour voir un combat spectaculaire de cinéma, mais un affrontement de compétences pures. Et c'était exactement ce qu'ils obtenaient. Seagal a ajusté sa posture, avançant un pied, son poids parfaitement équilibré, ses yeux fixés sur le torse de Duc plutôt que sur son visage. Il savait que le torse trahissait mieux les intentions d'un adversaire que les yeux. Duc, toujours léger sur ses appuis, continuait à se déplacer latéralement, cherchant un angle d'attaque. Puis, sans prévenir, il a explosé en avant. Un coup de pied bas a visé la cuisse de Seagal, suivi d'un coup de poing rapide aux côtes avant que Seagal ne puisse complètement s'écarter. Les coups ont porté, assez pour faire expirer bruyamment le grand homme. Duc a tenté d'enchaîner avec un coup de coude, mais Seagal a fermé la distance, saisissant le bras de Duc et utilisant son propre poids pour le repousser. Duc a roulé son épaule et s'est libéré, pivotant pour éviter d'être entraîné au sol. Ce réflexe rapide a suscité quelques murmures d'admiration parmi les spectateurs. Les échanges devenaient plus courts, les deux hommes conscients qu'une combinaison trop longue risquait de les exposer. Un JAB par-ci, une parade par-là, un bref choc des avant-bras avant de se séparer. La tension était si épaisse qu'on pouvait la sentir dans l'air. Tout le monde retenait son souffle, attendant de voir qui ferait le mouvement décisif. Les dernières minutes du match approchaient, et les deux combattants savaient qu'ils devaient marquer un point clair. Un combat serré pouvait être interprété de différentes manières, mais un moment de contrôle net à la fin ne laisserait place à aucun débat. Duc a été le premier à s'engager pleinement. Il a lancé une combinaison conçue pour submerger, un coup de pied bas, un JAB, un crochet, puis un autre coup de pied bas. L'enchaînement était rapide, et bien que Seagal ait absorbé certains coups et paré d'autres, le rythme l'a forcé à reculer. Pendant un instant, Duc a dominé, poussant Seagal vers le bord du tatami. Mais juste au moment où Duc s'avançait pour ce qui semblait être le coup final, Seagal a changé de tempo. Au lieu de reculer encore, il a avancé, laissant l'élan de Duc les rapprocher. Sa main gauche a saisi le poignet de Duc, sa droite a pressé son épaule, et d'une rotation brusque de son corps, il a redirigé l'énergie de Duc vers le bas. Le takedown était fluide, contrôlé, et décisif. Duc a touché le tatami avec un bruit sourd, son dos contre la toile. Avant qu'il ne puisse se relever, Seagal a enchaîné avec une immobilisation, bloquant le bras et l'épaule de Duc tout en utilisant son poids et la position de son genou pour empêcher toute évasion. Duc a tenté de rouler pour se libérer, mais l'angle ne lui permettait pas de trouver de levier. Le contrôle de Seagal était ferme, sans être brutal, sa technique verrouillant Duc en place sans risquer de blessure. L'arbitre, voyant que la position était sécurisée et que le temps était presque écoulé, est intervenu et a mis fin au combat. Seagal s'est relevé immédiatement, tendant la main à Duc. Ce dernier l'a accepté, et les deux hommes se sont tenus un instant, essoufflés, la sueur goûtant, leurs regards toujours croisés. Un simple hochement de tête a passé entre eux, sans vantardise ni animosité, juste la reconnaissance silencieuse de deux combattants qui s'étaient poussés mutuellement à leurs limites. Les applaudissements du public étaient mesurés, respectueux. Ils savaient ce qu'ils venaient de voir, un affrontement de technique, de contrôle et de timing entre deux artistes martiaux radicalement différents. L'arbitre a officiellement déclaré Seagal vainqueur. Il avait terminé le combat en contrôle total, et son takedown final était aussi propre qu'il était décisif. Mais les discussions qui ont suivi, alors que les spectateurs quittaient le dojo, racontaient une histoire plus nuancée. Certains estimaient que la vitesse et les frappes précises de Duc avaient rendu le combat beaucoup plus serré que le verdict ne le suggérait. D'autres pensaient que la capacité de Seagal à dicter la distance et à neutraliser les attaques surpassait les points marqués par Duc avec ses offensives éclairs. En vérité, le combat avait été très équilibré. Les deux hommes avaient eu leur moment de domination, forçant l'autre à s'adapter, mais dans l'échange final, c'est Seagal qui avait eu le timing, le positionnement et la technique pour conclure le match à sa manière. Ce combat n'a jamais été rendu public. Aucune caméra ne l'a enregistré, et ceux qui y ont assisté comprenaient qu'il n'était pas destiné à la consommation de masse.
Pourtant, au fil des années, l'histoire s'est répandue discrètement dans les cercles des arts martiaux, chaque version légèrement différente, mais toutes s'accordant sur l'essentiel. Lorsque Steven Seagal a affronté Frank Dux, le combat a été intense, technique, et décidé par un mouvement parfaitement exécuté dans les dernières secondes. Pour Seagal, ce fut une réaffirmation de ses compétences réelles, au-delà de ses rôles au cinéma. Pour Dux, c'était la preuve qu'il pouvait pousser un artiste martial respecté et éprouvé jusqu'à ses limites. Et pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, c'était une rareté, une rencontre entre deux légendes dont les réputations avaient suivi des chemins si différents, se heurtant sur un seul tatami dans un combat qui était autant une question de respect que de victoire. Pour mieux comprendre cet affrontement, penchons-nous sur les styles des deux combattants. L'aïkido de Steven Seagal est un art martial japonais qui met l'accent sur l'utilisation de l'élan de l'adversaire contre lui-même. Les techniques d'aïkido, comme les projections et les clés articulaires, reposent sur une fluidité et une économie de mouvement qui semblent simples mais nécessitent une maîtrise exceptionnelle du timing et de la biomécanique. Seagal, avec ses années d'entraînement au Japon, excellait dans les situations rapprochées, où il pouvait neutraliser les attaques avec des mouvements précis. Sa taille et sa force physique renforçaient son efficacité, lui permettant de dominer les échanges où la portée et le contrôle étaient cruciaux. Frank Dux, quant à lui, revendiquait une formation en Koga Yamabushi Ninjutsu, un style moins conventionnel, axé sur la furtivité, la rapidité et les frappes précises. Contrairement à l'aïkido, qui cherche à neutraliser sans infliger de douleur inutile, le style de Dux était plus agressif, avec des attaques rapides et des combinaisons destinées à déstabiliser l'adversaire. Ses feintes et son imprévisibilité faisaient de lui un adversaire difficile à anticiper, même pour un combattant expérimenté comme Seagal. Ce combat opposait donc la patience méthodique de l'aïkido à l'agressivité calculée du ninjutsu, créant une dynamique fascinante où chaque mouvement était une réponse à l'autre. Pour apprécier pleinement cet événement, replaçons-le dans le contexte des années 1990. À cette époque, les arts martiaux connaissaient un essor dans la culture populaire, grâce à des films comme ceux de Seagal et Bloodsport. Ces films ont popularisé les arts martiaux auprès d'un public mondial, mais ils ont aussi suscité des débats parmi les puristes, qui reprochaient à Hollywood de privilégier le spectacle à l'authenticité. Seagal, avec son passé d'instructeur, représentait une approche plus traditionnelle, tandis que Dux, avec son histoire controversée, incarnait une vision plus romancée. Leur combat à North Hollywood était une rencontre entre ces deux mondes, la réalité des arts martiaux face au mythe. Cet événement rappelait également l'essence des arts martiaux, la discipline, le respect et la quête de maîtrise de soi. Les spectateurs, tous des pratiquants chevronnés, comprenaient que ce combat n'était pas seulement une question de victoire, mais une démonstration de la validité des approches respectives de Seagal et Dux. C'était un moment où la légende rencontrait la réalité, loin des caméras et des projecteurs. Examinons quelques moments clés du combat. L'un des premiers échanges significatifs a eu lieu lorsque Dux a tenté un jab rapide, suivi d'un coup de pied bas. Ces attaques visaient à tester les réflexes de Seagal et à le forcer à réagir. Seagal, fidèle à son style, a dévié le coup de pied avec son avant-bras tout en avançant légèrement, réduisant l'espace de Dux. Ce mouvement illustrait la philosophie de l'aïkido, ne pas s'opposer directement, mais rediriger l'énergie de l'adversaire. Un autre moment marquant est survenu lorsque Dux a percé la défense de Seagal avec un coup de poing précis au torse. Ce coup, bien que léger, montrait sa capacité à exploiter les ouvertures. La réponse de Seagal, une clé articulaire appliquée en saisissant le poignet de Dux, démontrait sa maîtrise du contrôle. Dux s'est libéré rapidement, mais chaque tentative lui coûtait de l'énergie, tandis que Seagal restait inébranlable. Le takedown final était l'aboutissement de cette stratégie. En attendant le bon moment, Seagal a utilisé l'élan de Dux pour le projeter au sol, puis l'a immobilisé avec une précision chirurgicale. Ce mouvement, typique de l'aïkido, montrait pourquoi Seagal était considéré comme un maître. Bien que confidentiel, ce combat a eu un impact durable dans les cercles martiaux. Les récits des spectateurs sont devenus une légende, prouvant la légitimité de Seagal et la capacité de Dux à rivaliser avec un adversaire de renom. Ce combat rappelait que les arts martiaux sont avant tout une question de respect et de discipline, au-delà de la compétition. Quels artistes martiaux rêveriez-vous de voir s'affronter? Partagez vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt.